Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, l'ensemble des humains, évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, le fait que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, etc., etc., la solidarité, la symbiose et l'accession facile à l'état d'extase qui est la fusion avec le principe qui a mis en œuvre ou qui est à l'œuvre dans cet univers, avec l'essence de cet univers que les religions appellent le divin. Donc la fusion avec le divin, à travers l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle la béatitude, comment chaque tradition a son nom pour à sa, à sa dénomination euh, pour expliquer cet état sublime, cet état de fusion avec le divin. Voilà. Donc je vous renvoie à la lecture du site ou à l'écoute de ces vidéos. Alors, pour, euh, pour, pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des livres que je trouve au hasard de, de mes achats en vide-grenier ou dans des voilà. Et là, j'ai trouvé cet ouvrage de René-Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, qui me paraît vraiment très intéressant. J'ai déjà lu à peu près la moitié de l'ouvrage, et donc c'est la 44e vidéo sur ce sujet. Mais ça me semble très important pour préciser les réflexions politique qu'il y a, politique au niveau grec du terme, c'est-à-dire la politique dans sa globalité. Il y a cette partie, ça occupe une partie importante sur mon site, sur la mécanique universelle. Il y a une partie qui s'intéresse au spirituel, donc à l'évolution spirituelle, et puis une partie qui s'intéresse à l'évolution technique, sociale, etc., de l'humanité. Et donc là, on voit que le concept, à travers cet ouvrage, on perçoit que le concept d'humanité, justement, de la façon de fonctionner universellement, n'est pas euh, n'est pas venu spontanément à l'origine de l'humanité. Quand nous étions des primates naturels, bon, oui, bien sûr, on fonctionnait ensemble d'abord dans les premiers clans comme ça, mais cette vision d'appartenir à l'humanité est assez récente. Et c'est quelque chose qui est en évolution, qui se travaille, que l'humanité travaille. Voilà. Alors, j'en étais à ce chapitre, mythologie du tiers-monde. Voilà, l'idée du tiers-monde. Il y a eu une vidéo précédente, et ça, c'est la deuxième sur cette pensée-là. Donc, je commence à lire, je découvre en même temps, et je commente. La mobilisation, l'appel des humiliés. Alors, voilà, le tiers-monde, c'était un petit peu comme ça qu'on voyait le monde dans les années 50, 60, 70, 80 et 90, quand cet ouvrage est paru en 1991. Donc, René Jean Dupuy était en prise avec tous les changements de son époque, des changements énormes. C'était la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS, l'entrée du monde dans l'économie du marché, la mondialisation qui commençait, etc., etc. Donc une autre vision du monde était en train de naître. L'appel des humiliés a suscité un pôle
contestataire, diffusant une idéologie de combat dans une perspective planétaire. Dans sa période militante, le tiers-mondisme est un messianisme. Ah, tiens, son ambition est de construire l'humanité par les nations émergentes, selon un schéma analogue à celui du marxisme-léninisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure similaire. C'est-à-dire, c'est les sociétés émergentes, les BRICS, etc., qui veulent changer la façon dont l'humanité se déroule. Jusqu'à présent, les 30 dernières années, on a évolué avec un gendarme planétaire, les États-Unis, l'Occident en gros, et cette hégémonie est contestée à présent. Et voilà. Même si toutes ne s'y rallient pas, tous sont impatients d'étreindre leur devenir. Les sociétés émergentes, il parle. Il ne peut être que meilleur dans les années 60 et 70, le groupe des 77 qui les rassemble aux Nations Unies. Ah, il y avait un groupe de 77 pays qui s'étaient rassemblés à cette époque-là. Parlent au nom d'une partie du monde en lutte contre une autre. Le camp socialiste ne figure pas toujours parmi les accusés, le non-alignement de principes du tiers-monde se conciliant avec des ralliements de portée variable aux idéologies concurrentes. Ces divergences de régimes politiques n'affectent pas l'unité du discours, pas plus que les oppositions d'intérêts qui peuvent survenir dans divers secteurs. On a vu ainsi, lors de la conférence sur le droit de la mer, 1973-1982, des pays du tiers-monde rejoindre les pays industriels dans le groupe des États côtiers, cependant que d'autres opéraient le même regroupement parmi les États sans littoral ou affectés de rivages désavantagés par la géographie. C'est le principe des associations. Voilà, on voit le jeu des associations dans l'humanité. Mais tout ça, c'est un moyen de construire cette unité. La finalité, c'est l'unité humaine, dont on a déjà construit les structures, l'ONU, etc. On fonctionnera derrière ce genre de choses, mais il faut du temps pour que l'humanité évolue. On l'a vu aussi à la même conférence, la définition du régime d'exploitation des nodules des grands fonds marins décrit patrimoine commun à l'humanité, adressé contre les industriels, l'ensemble des pays en recherche de développement, unis pour imposer un système directif d'inspiration socialiste sur lequel ils exerceraient une influence déterminante, les mettant à l'abri de l'hégémonie de ceux qui possèdent capitaux et technologies. Et c'est là où on voit l'importance de tout ça et l'importance de l'idée de patrimoine universel. De plus en plus, on va vers cela. Et évidemment, on fera de cette planète un patrimoine universel, c'est-à-dire appartenant à tous. Et voilà, ça va prendre encore quelques siècles, évidemment, avant d'atteindre cet état de perfection. Mais nous y allons. Dans cette vision, alors, les pauvres ont pour eux le nombre. Ils croient se battre au nom de l'humanité vraie, celle des exploités. Et bien sûr qu'ils se battent pour ça, évidemment. Et c'est pour ça que, au fond, c'est le dominé, le pauvre, l'esclave, le colonisé, qui fait évoluer la société dans le sens de la perfection. Et ça, Nietzsche l'avait vu, sauf qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Mais en réalité, il avait bien compris que c'était les plus fragiles, les plus sensibles qui luttaient contre l'hégémonie du plus fort.
contre la toute-puissance du plus fort, contre la toute-puissance de l'aristocrate, en somme. Et donc, il a bien compris que ce mécanisme se passait comme ça, sauf c'était sa hantise. Il pensait que ce n'était pas la meilleure façon d'évoluer. Et bien, pourtant, oui, c'est la meilleure façon d'évoluer, c'est celle qui permet d'adoucir progressivement l'humanité, les mœurs, et voilà, d'aller vers les vraies valeurs de l'humanité, mais les valeurs traditionnelles qui sont inhérentes à nous-mêmes et qu'on retrouve d'ailleurs sous la forme instinctive chez nos cousins primates d'où nous venons. L'aptitude à la réconciliation, à l'amitié, à la fraternité, au partage, etc. Alors, dans cette vision, ils sont le peuple messianique. Les militants du socialisme, marxiste ou non, ont ici reçu l'appui des théologiens de la libération, convaincus que le salut n'est promis qu'aux pauvres. Débat complexe. Alors, il n'est pas promis qu'aux pauvres, évidemment, à mon sens. Il est promis à tous, mais c'est par les opprimés, par les maltraités que l'humanité évolue, dans ce sens-là. Débat complexe au plan théorique, qui se trouve simplifié dans la perspective de la lutte des classes à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, pour revenir sur le fait, c'est Hegel qui dit que l'esclave, en fait, est beaucoup plus libre, finalement, que le maître. Et donc, il montre que la réalité n'est pas celle que l'on imagine. Les dominants ne sont pas enviés, en réalité. Voilà, c'est pas la meilleure des places. Même si ça apporte du plaisir, ça apporte pas du bonheur en réalité, le fait de dominer autrui. Il est de son essence de nier que l'on puisse se sauver tous ensemble au sein de l'humanité déchirée, les antagonismes procédant par exclusion. Sans doute pour Marx, le prolétariat finira-t-il par sauver les bourgeois de leur péché d'exploiteurs et, par sa dictature, parviendra-t-il à les convertir à la réalité de l'homme qui est d'être travailleur. Mais non, voilà, c'était l'erreur. Parce qu'en fait, on est solidaire sans le savoir, dominant-dominé. Nous sommes le côté pile et face de l'évolution. C'est tout. La seule chose, c'est qu'il faut progressivement prendre conscience que c'est fraternel et que, puisque c'est fraternel, on doit aller vers l'égalité, tendre vers l'égalité, non pas écarter les possessions, que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ça qui est insupportable. L'humanité, elle doit évoluer vers l'égalité, mais progressivement, en prenant conscience de plus en plus que nous sommes en interdépendance tous au niveau mondial entre les nations, entre les peuples, entre les religions, entre les riches et les pauvres, etc., etc. Nous sommes en totale interdépendance. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est faire tomber tout ce qui est susceptible de générer des haines entre les composantes de l'humanité. Voilà. L'annonce de cette rédemption, transposée dans l'affrontement des nations, a été reprise par la fraction la plus dynamique d'un tiers-mondisme qui, tout en siégeant dans les assises de non-alignement, réservait ses coups à l'Occident. Convaincu qu'atteindre Washington était le toucher au cœur. Et voilà, c'est clair que tout ce travail de sape a été important et il continue aujourd'hui sous une autre forme. Voilà, les BRICS,
le monde africain, etc., lutte contre et critique les États-Unis. Et tout progressivement, c'est ce qui fait tomber le narcissisme, la toute-puissance, etc., du système dominant. C'est ce qui s'est passé avec Rome, avec l'Égypte, avec etc. C'est voilà. Épisode notoire de la guerre des images à celle de l'Américain libérateur de 1945, les Soviétiques ont réussi, en moins de 10 ans, à substituer celle de l'Ugly American, impérialiste, maladroit mais tenace. Succès partiel car professé, l'anti-américanisme ne suffisait pas à rallier à Moscou tous les pays qu'il affichait au groupe des 77. Bien sûr, parce qu'il n'a pas su se faire aimer l'URSS correctement, parce qu'il parlait de dictature du prolétariat déjà. Voilà, alors la dictature, c'est pas quelque chose que l'humanité recherche. Donc, et puis en plus, il voulait écarter complètement le spirituel. Donc, en fait, il s'est mis à dos l'humanité qui est spirituelle et qui aime la liberté, donc qui est contre la dictature. Et donc, c'est un mauvais comportement, en fait, de l'URSS qui, alors qu'elle avait les valeurs pour rassembler l'humanité, évidemment, les valeurs de solidarité, de fraternité, de partage, etc., toutes ces valeurs-là qui étaient les idéales pour l'ouvrier, pour le peuple, pour les peuples, pour la majorité humaine qui, eh bien, ils se sont mis à dos par la criminalité qu'ils ont induit, les dirigeants de l'URSS, par le manque de liberté et par le manque de spiritualité. Voilà ce qui a fait tomber l'URSS, à mon sens. Camouflant. Alors, ce chiffre, qui date de 1964, a cessé depuis longtemps de correspondre à un nombre d'États, puisqu'il en compte aujourd'hui 125. Ah, dans les non-alignés, alors apparemment, les pays pauvres. Il s'est chargé d'une valeur mythique, celle qui invite au combat les nations démunies contre les nations munies au sein des Nations Unies. Camouflant ces divisions internes, le groupe pratique une mystagogie sélective extrayant des mystères de la démocratie, non les références à la liberté individuelle, laquelle a rarement suivi l'accès à l'indépendance de pays à parti unique, mais à la magie du nombre, car il détient aux Nations Unies la majorité automatique, et à celle du devenir qui la consacrera avec le soutien de l'histoire. Et oui, voilà, la dictature, c'est malheureusement le problème de la démocratie qui n'arrive pas dans les pays à parti unique. Et chose que nous avons plus ou moins soutenue, hein, cette chose. Donc on a soutenu les dictatures, en somme. Ainsi, bien que, vue du tiers-monde, l'Union soviétique apparaît comme une puissance industrielle, une alliance tactique s'établissait entre le troisième et le second monde en dépit de la dénonciation par Pékin de l'impérialisme de Moscou. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se fait. Les 77 ont exercé à l'Assemblée générale la fonction tribunicienne, celle de l'apostrophe, contre un Occident placé sur la défensive et réduit à se rallier plus ou moins vite à des résolutions énonçant des principes qu'il s'efforce de ne pas appliquer. Le concept globalisateur d'humanité n'a nulle place dans ces stratégies. Malheureusement, on pourrait dire à l'époque. Nié par les militants de la lutte des classes qui le tiennent pour une mystification destinée à occulter les contradictions, il demeure suspect. Ah bon,
Alors même pour ceux qui étaient pour la lutte des classes, donc le communisme, ils n'étaient pas d'accord avec le concept globalisateur d'humanité. Tiens, à occulter les contradictions, il demeure suspect au réalisme des gouvernements occidentaux, pour qui il évoque une vaine utopie. Comment résisterait-il au recours systématique à la violence que prônent et mettent en pratique les chefs du tiers-monde? Voilà. Alors, si même, voilà, l'Occident, en fait, là, on est en plein cœur de ma théorie, hein. Pour moi, l'humanité, on va vers cette unité universelle. Et évidemment, c'est encore pas généralisé dans l'esprit. C'est même, voilà, ça fait son bout de chemin. Ça évolue dans les mentalités. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, perçu de façon majoritaire. Et les systèmes changent quand une majorité de choses prennent le pouvoir, en somme. C'est un petit peu comme ça dans l'évolution de l'humanité. Voilà, on va arriver à la violence. Ben, on le fera pour la prochaine étape. Merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, si vous le sentez intéressant, et en mettant des petits pouces, pareil, si vous appréciez, si vous pensez que cette vision mérite d'être plus largement diffusée ou à en parler à vos amis autour de vous. Merci de votre écoute, à bientôt.